Bonjour à vous, Eric Perrou. Nous sommes le 17 avril? Non, mai? Oh, je sais même plus. Oui, 17 mai, oui. 17 mai 2018 déjà. Vous vous rendez compte à la vitesse où ça passe? Alors aujourd'hui, nous sommes. Alors, je vous ai fait une petite vidéo ce matin qui était plutôt une vidéo portée plus sur l'international. Et puis j'avais envie de vous parler un peu de la France parce que c'est quand même notre pays et puis que c'est important. Donc aujourd'hui, le 17 mai, eh bien, c'est la journée contre l'homophobie et la transphobie. Je vous dirais pour ma part que des gens qui sont homophobes ou transphobes sont des abrutis. Voilà. Parce que quelqu'un qui est homosexuel ou transsexuel, cela ne supporte aucun jugement. Ce sont des choix personnels. Et pour moi, vraiment, il n'y a aucun problème, mais vraiment aucun problème avec ça. Alors je comprends d'autant plus, moi qui ai vécu aux Philippines et en Thaïlande, qui sont deux grands pays de la transsexualité, que les Français n'aient pas bien compris ce que c'était que la transsexualité. Bon. Donc à partir du moment où on ne comprend pas, on a tendance à rejeter. Donc voilà, donc vous savez, comprenez-vous qu'il y a des petits garçons ou des petites filles qui naissent comme ça. Et puis on ne sait pas pourquoi. Moi je ne sais pas, vous ne savez pas non plus. Voilà. Donc si vous ne savez pas, ne jugez pas. Et qu'il s'avère qu'au fur et à mesure de leur croissance, eh bien les petits garçons vont se comporter comme des petites filles. Et puis les petites filles vont se comporter comme des petits garçons. Alors, bon. Alors, je vous dirais que moi qui crois en la réincarnation, et pour ceux qui croient en la réincarnation c'est quoi? C'est que à partir du moment où un enfant est à naître, au bout d'un certain nombre de semaines, il va être en capacité de recevoir ce que l'on appellerait son âme, pour certains. Et puis peut-être que de temps en temps, si on croit en ça, peut-être que de temps en temps il y a des erreurs de cheminement, c'est-à-dire qu'il y a des âmes de petites filles qui se finissent chez les petits garçons et des âmes de petits garçons qui finissent chez les petites filles. Voilà. Alors après, j'ai envie de vous dire que de toute façon, en tout état de cause, moi autant un pédophile pour moi il est plus que condamnable. Soit on prend les moyens comme l'avaient trouvé à une époque les Allemands. Non, je vous parle pas, non, pour une fois, je vous parle pas de l'époque 39-45, mais je vous parle des années 70 à 80, où les Allemands avaient trouvé une méthode chirurgicale pour éliminer toutes les pulsions sexuelles chez certaines personnes, dont les pédophiles. Bon, il s'avère que nos bons gauchistes, très rapidement, ont dit que c'était lamentable, qu'il fallait pas faire ça. Ils préfèrent voir des petits-enfants, filles ou garçons, violés par des pédophiles, apparemment, que de voir condamner les pédophiles, finalement pas à mort, ce qui était déjà pas mal, d'accord, mais à peut-être ne plus éprouver aucune tentation sexuelle. Pour moi, c'était un minimum. Donc, vous voyez, s'il y avait à choisir entre les deux, si toutefois, effectivement, j'avais des tendances pédophiles, je préférais qu'on me mette une aiguille dans le crâne pour m'éliminer toute envie sexuelle que de me mettre sur une chaise électrique. Euh, les bons gauchistes veulent ni l'un ni l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des enfants qui sont effectivement violés régulièrement en France, et c'est simplement lamentable. Mais peut-être que ça les intéresse effectivement d'avoir des petits-enfants qui sont violés, ces gens-là. Enfin voilà, donc j'avais envie de vous dire ça, de vous donner ma position à moi, puisque si je suis là, c'est pour vous dire ce que je pense des différents thèmes de l'actualité. Voilà, moi j'ai absolument rien avec... Moi, tant on ne touche pas aux gens qui sont faibles, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants, on fait ce qu'on veut, on est adulte. Voilà. Après, j'en ai rien à battre, c'est pas mon souci. Voilà. Ensuite, sur l'actualité, on va changer de thème un petit peu. Ça, c'était l'introduction, si je peux me permettre.
Alors après, on a quoi? On a un dossier assez intéressant en ce moment, qui est ce dossier concernant l'Iran, où Donald Trump décide de se retirer de ses accords sur le nucléaire. Euh, et, euh, et le problème est le suivant finalement. C'est pas tellement qu'il se retire des accords sur le nucléaire, c'est le fait que les États-Unis, omnipotents je dirais dans le monde, ont prévenu les différents pays qui ont des accords commerciaux ou des actions commerciales avec l'Iran, qu'ils ont 2 ans pour s'en retirer, et que s'ils ne s'en retiraient pas, eh bien, il serait interdit de commerce avec les États-Unis. Voire à la limite, mais ça c'est assez intéressant, vous allez voir pourquoi, voire uniquement avec le dollar. Alors c'est marrant parce que Donald Trump, que je défends assez régulièrement, je pense qu'il est encore sur un vieux schéma et qu'il s'imagine encore que le dollar est la seule monnaie internationale des paiements. Ben non, M. Trump. Aujourd'hui, et d'autant plus dans 2 ans, le yuan sera beaucoup plus fort que le dollar. Donc finalement, votre dollar, on va se torcher le cul avec. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors par contre, il y a quand même un petit problème. C'est que, pour ne parler que de la France, enfin la France, si on veut bien, Airbus a signé des contrats extraordinaires avec l'Iran. Alors j'ai plus le nombre des avions, mais c'était relativement important. Et surtout que ça concernait un certain nombre d'A380. Or, il faut savoir quand même que l'A380, qui est pourtant un très beau succès commercial, enfin technologique du moins, l'est moins commercialement parlant. Parce qu'il y a toujours cette guerre entre Boeing et Airbus, ça c'est clair. Mais finalement, le fait effectivement de pouvoir transporter autant de personnes n'a pas forcément intéressé autant d'entreprises aériennes dans le monde que ce qu'on pouvait le penser. Donc à tel point que moi j'ai lu des articles il y a 3 mois de ça à peu près, où Airbus pensait arrêter la production des A380, ce qui est simplement une horreur. Une horreur. Alors pourquoi une horreur? Parce qu'il faut bien comprendre que pour réaliser un A380, ce sont des millions, je dis bien des millions d'heures rémunérées d'ingénieurs, entre autres, d'accord, pour dessiner, donc d'ingénieurs, de dessinateurs, etc., de techniciens de très très haut niveau, pour réaliser un avion comme ça. Donc pour amortir la recherche sur un avion comme ça, c'est pas en vendant 10, il faut en vendre beaucoup plus. Voilà. Donc, on peut considérer qu'effectivement, même si Airbus a d'autres modèles qui marchent très très bien, ben, l'aventure de l'A380 pourrait mettre en grande difficulté l'Airbus, premièrement. Deuxièmement, autre problème, je dirais, et ça je l'avais déjà signalé à une époque, c'est que l'Airbus, loin d'être un avion européen, est un avion qui dépasse les frontières de l'Europe, puisque les Américains nous fournissent un certain nombre d'éléments de cet avion-là. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, je ne sais plus si c'est 20 ou 30% de l'Airbus arrive des États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'imaginez, c'est que si nous avions l'indépendance à minima au niveau européen, je ne parle même pas français, je parle européen, on pourrait très bien se dire, les Américains nous interdisent de vendre nos Airbus à l'Iran, on n'en a rien à foutre, c'est pas un problème. Sauf que 20 à 30% de l'Airbus arrive des États-Unis. Or, vous imaginez bien que les entreprises américaines ne pourront pas, je dis bien, c'est pas qu'ils ne voudront pas, mais ne pourront pas accéder aux commandes d'Airbus dans le cas de vente d'Airbus pour les États-Unis. C'est-à-dire qu'Airbus ne pourra même pas vendre ses avions parce qu'il lui manquera un certain nombre de ses pièces. Bien. Alors ça, c'était uniquement pour vous parler de l'Airbus. Mais j'ai envie de dépasser ça, parce qu'il y a un moment, il faut dire les choses. Vous avez entendu parler de la vente d'Alstom à General Electric. Or,
J'en ai parlé il y a déjà plusieurs mois de ça, parce que franchement, c'est simplement une trahison de notre président Macron, qui a signé les accords quand même de vente. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Alstom, entre autres, en dehors de faire des TGV, etc., c'est Alstom qui fabrique alors je sais plus si c'est les chaudières ou les tuyères pour nos sous-marins nucléaires. Donc pièce essentielle. Pièce essentielle. Voilà. C'est-à-dire que si demain nous rentrions en guerre, admettons, hein, contre les États-Unis, ne serait-ce qu'une guerre économique, hein, je ne parle même pas d'une guerre nucléaire ou autre, eh bien nous ne pourrions plus fabriquer de sous-marins parce que nous serions dans l'incapacité de produire et donc de fournir les systèmes de propulsion de nos sous-marins atomiques. Voilà. Donc, quand on vous dit que l'aventure Macron, dès le départ, c'est-à-dire dès qu'il a commencé à travailler avec Hollande, c'est simplement la disparition de la France. Alors, pour les anciens comme moi, qui ont connu des entreprises comme les entreprises Fillon, Vallourec, enfin toutes les grandes entreprises françaises qui ont disparu au fur et à mesure des années 70-80. Il nous en restait encore quelques-unes. Nous étions les premiers fabricants d'hélicoptères. Ben maintenant, aujourd'hui, ça s'appelle Airbus Hélicoptère. Donc, ça n'est plus français. Nos FAMAS pour l'armée étaient fabriqués à Saint-Étienne. Ben oui, mais maintenant, c'est terminé. Par une combine, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, par une combine, eh bien, aujourd'hui, l'armée française s'est dotée de fusils mitrailleurs allemands, dont les munitions sont fabriquées, alors je ne sais plus si c'est en Angleterre ou en Allemagne, enfin, de toute façon, elles ne sont pas fabriquées en France. C'est très très drôle aussi. Imaginez en 39-45, en 39 du moins, l'obligation d'appeler les Allemands en leur disant vous pourriez nous fournir des armes de défense parce que vous nous attaquez. Voilà. Ou envoyez-nous des munitions. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça fait sourire la jeune génération qui a l'impression que la guerre n'est plus possible entre tous ces pays-là. Mais oui, mais c'est là où vous vous trompez. C'est là où vous vous trompez, parce que les guerres sont encore possibles. Bien sûr qu'elles sont encore possibles. Voilà. Alors, vous imaginez pas que parce que... regardez en Ukraine, qu'est-ce qui se passe? C'est bien une guerre en Ukraine quand même. Voilà. En Syrie, c'est bien une guerre quand même. Hein. D'accord? C'est combien? 500 000 morts? Moi je crois 500 000 morts. Voilà, donc ce sont des guerres. Voilà, avec des armes conventionnelles. Voilà. Qui dit guerre ne veut pas dire systématiquement nucléaire. Parce que tout le monde sait bien que de toute façon, le premier qui va appuyer sur le bouton, il s'en prendra plein la gueule aussi. Donc de toute façon, ils hésitent, effectivement. Et puis, je dirais qu'aujourd'hui, ces derniers temps, Vladimir Poutine nous a fait un très très bel exposé pour nous dire qu'avec les nouvelles armes dont il dispose, eh bien, personne ne ferait le poids. Donc de toute façon, personne ne va aller l'embêter, ce garçon. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que ça n'est pas anodin lorsqu'on vend des entreprises de pointe, ce qui normalement est interdit d'ailleurs hein, par la Constitution. Normalement, c'est interdit. Voilà. C'est-à-dire que normalement, nous devrions garder notre indépendance, alors, non seulement énergétique, mais de défense. Or, c'est plus possible. C'est plus possible. On a tout perdu. Alors ensuite, alors c'est ce que j'avais envie de dire de toute façon au départ, c'est que face effectivement à la réaction de Trump qui dénonce ce contrat nucléaire donc passé avec l'Iran, donc il faut savoir quand même qu'il y a un certain nombre de pays qui sont co-signataires. Voilà, c'est pas uniquement un contrat signé entre les États-Unis, pardon, et l'Iran, c'est un contrat signé aussi par la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Donc, ce qui se passe, qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que pour vraiment la première fois, je trouve, on a une confrontation entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors, c'est assez intéressant. Si on se rappelle, pour ceux qui le savent, que l'Union européenne n'est ni plus ni moins qu'une création
américaine, comme Daesh a été une création américaine. Ah oui, ben oui. Il faut oser dire les mots, si vous voulez, à un moment. Or, donc, cette dénonciation, je dirais, de ce contrat par les États-Unis énerve assez fortement l'Union européenne. Et je pense aussi, et j'espère quelque part, que, entre autres, M. Juncker, le président de l'Union européenne, mais que aussi ses députés, etc., sont en train de se rappeler que sur le dossier ukrainien, où les États-Unis ont poussé les pays de l'Union européenne à faire des embargos commerciaux avec la Russie, dans le cadre effectivement de cette guerre en Ukraine, eh bien, on s'est aperçu, et là aussi, j'en ai parlé il y a plusieurs mois, que la France, entre autres, mais pas que la France, l'Allemagne aussi, qui avait signé beaucoup de contrats avec la Russie, ont perdu beaucoup d'argent. Et que dans le même temps, et c'est ça qui est intéressant à savoir, que dans le même temps, la Russie, les États-Unis ont augmenté leur commerce, tenez-vous bien, parce que ça c'est incroyable quand on le dit, ont augmenté leurs échanges commerciaux avec la Russie de 30%. 30%. C'est-à-dire ce qu'a perdu l'Union européenne, les pays de l'Union européenne en commerce avec la Russie, sur les conseils, plus que les conseils, je vous dirais, parce que là c'est plus du conseil à ce niveau-là, des Américains, eh bien ce sont les Américains qui ont récupéré tous ces marchés-là, donc qui se sont bien foutus de notre gueule. Voilà. Donc j'espère effectivement que dans ce dossier-là, qui pénalise quand même Airbus, Peugeot, Total, etc. Donc beaucoup d'entreprises. Ça représente des milliards et des milliards de contrats, il faut le savoir. J'espère que l'Union européenne va réagir parce que aussi, si les Européens ont un petit peu de mémoire, ils se souviendront aussi que finalement l'embargo sur la Russie a bénéficié à la Russie. Alors ça peut paraître énorme, ce que je vous dis là, mais c'est très juste. Pourquoi? Alors ne prenons que le cadre de la Russie. La Russie est le principal fabricant de réacteurs et donc de propulseurs pour les fusées. Et son premier client, c'est les États-Unis. Voilà. Donc malgré l'embargo, effectivement, les Américains ayant besoin de ces propulseurs ont continué à en acheter à la Russie. Voilà. Donc comme je vous le disais tout de suite, de toute façon, c'est l'Union européenne qui a payé les pots cassés. Mais surtout, c'est que Vladimir Poutine, en homme intelligent qu'il est, eh bien, a profité de ça, parce que des fois, vous savez, il y a des crises qui vous font grandir. Il a profité de ça pour relancer un plan très puissant sur l'agriculture et de façon à augmenter énormément la production agricole. Et il a réussi. Il a réussi puisque l'année dernière, le premier exportateur, pas producteur, mais exportateur de céréales dans le monde, ça a été la Russie. Et oui. Et d'autant plus, très fort, sans ONG, sans OGM. Ouais, je me confonds entre les deux parce que c'est les deux pourritures de toute façon dans ce monde aujourd'hui. Donc sans OGM. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Iran était isolé, on pourrait se dire, effectivement, ça fait des années que l'Iran est sous embargo, que d'ailleurs les Américains, dans le cadre de ce contrat qui avait été passé sur la limitation donc de la production d'uranium enrichi en Iran, les Américains s'étaient engagés à relâcher l'embargo, d'accord, et donc à éliminer l'embargo sur l'Iran. Or, les Iraniens ont tenu leurs promesses et pas les Américains. Donc encore une fois, chercher le pourri, quoi. Le pourri, ça reste toujours le même. Mais la grande différence de lorsque ce contrat a été signé, c'est qu'aujourd'hui, la géopolitique a complètement changé. Et qu'aujourd'hui, l'Iran a un très gros partenariat, voyez-vous, avec la Russie, entre autres, et avec la Chine, pour ne parler que de ces deux-là.
Or, aujourd'hui, je dirais que la production iranienne pour l'exportation peut très très bien être comment dire, ingérée, digérée par la Russie et par la Chine. C'est-à-dire que finalement, cet embargo, il va les faire rigoler. Comme ça a fait rire Poutine. Peut-être pas au début, parce qu'il a eu certainement des sueurs froides, je dirais, au départ, mais finalement, il a réussi. Et là, je dirais que les Américains jouent encore contre leur jeu, contre leur propre camp, comme ils le font très régulièrement d'ailleurs. Vous aurez remarqué que les Américains, quand ils forment des djihadistes, ils se les retrouvent chez eux, contre eux évidemment. Quand ils fournissent des armes, elles se retournent contre leur GI. Les Américains ont cette grande capacité effectivement à faire des grosses conneries en géopolitique. Et là, je pense qu'ils font encore une grosse erreur. Alors, quel est le jeu de Trump? Soit Trump cherche à déstabiliser l'Union européenne, qui est pourtant d'une construction américaine, mais Trump se met face à ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les Rothschild et tous ces gens-là, qui sont à la base de l'Union européenne. Est-ce que ça fait partie de ce plan-là? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Sinon, je pense que de la même façon qu'avec Kim Jong-un, il fera marche arrière, il vocifère, et puis au dernier moment, de toute façon, il tempère les choses. Donc je vois que la dernière réunion qu'il y a eu à l'Union européenne avec le ministre des Affaires étrangères iranien, c'est très très bien passé. Même le petit Macron qui avait l'air de s'aligner sur Trump, apparemment aurait dit qu'il fallait respecter le contrat. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent, vous savez, en géopolitique, c'est des fois, pas à la minute près, mais à l'heure près pratiquement, qu'il faut suivre effectivement les événements, parce que vous suivez le petit Macron qui va aux États-Unis, qui se fait tirer par l'oreille par Trump, etc., et qui dit à Trump: ah oui, oui, t'as raison, mon grand, on va renégocier ce contrat parce qu'il n'est pas bon. Il en rediscute quelques jours après, et puis là, tout d'un coup, il dit: non, non, il faut absolument qu'on se conserve ce contrat. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a aucun charisme là derrière, c'est de l'amateurisme, etc. C'est pas du Poutine, hein, je peux vous dire qu'ils peuvent aller à l'école Poutine. Hein. Enfin voilà. Bon, sinon, des bricoles, je dirais, en Italie. En Italie, apparemment, ils vont enfin réussir à créer un gouvernement entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Alors, apparemment, on se dirigerait vers une politique anti-migratoire renforcée. Euh, baisse des impôts, mais ça, baisse des impôts, je crois qu'à chaque fois on y a droit. Mais par contre, la sortie de l'Union européenne ne serait pas de mise. Voilà. Mais bon, je dirais que je pense qu'entre ces deux mouvements qui n'arrivaient pas à s'entendre, il a fallu bien discuter. Maintenant, c'est quand même, ça reste des alliances toujours très très fragiles. Surtout on a Berlusconi derrière qui pèse encore un petit peu et qui dit: je voterai en fonction des propositions qu'on va me faire, donc je garde ma liberté. Donc l'Italie, on verra, c'est pas gagné. Et puis enfin, je dirais la ZAD, j'ai vu les dernières actualités de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, donc pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas. Il parle d'une dernière action pour virer tout le monde. Peut-être 1800 CRS, je crois. Alors moi, quand j'y étais, ils étaient 700 zadistes. Là, on me dit qu'il serait plus que 100. Donc vous imaginez 100 zadistes contre 1800 CRS armés, avec en plus des bulldozers qui, au fur et à mesure qu'ils avancent, démolissent les baraques, écrasent les tentes, etc. C'est pas simple. Je sais pas, on verra, parce que c'était quand même un bon camp d'entraînement pour les forces de l'ordre, hein, parce que, alors d'après moi, les échos que j'ai quand même, hein, directement, hein, venant de la ZAD,
c'est qu'apparemment les grenades qu'ils envoient, les CRS, donc vous savez qu'ils récupèrent les emballages, qu'ils avaient ramené d'ailleurs, des milliers, ils en avaient ramené devant la mairie. Et ben là, apparemment, c'était la date d'utilisation maximum, c'était 2015. Donc apparemment, ils seraient surtout en train de liquider tous les vieux stocks de fumigènes, de grenades, etc., etc. Enfin voilà. Donc pour moi, ça a toujours été un espèce de stand de tir à ciel ouvert pour les CRS. Ça leur a permis de se former, de mettre en condition de combat, pseudo de combat, leurs troupes. Et puis voilà, donc tout ça, ça reste assez anecdotique, à part pour ceux qui voulaient rester. Mais bon, je dirais que des ZAD, apparemment, il y a pas que celle-là en France, hein. On parle de celle-là, mais il n'y a pas que celle-là en France. Voilà. Voilà, bah écoutez, pas plus pour aujourd'hui. Ça, c'était un grosso modo pour l'actualité, pas de la journée, mais du moment, je dirais. Euh, voilà, et puis comme je disais dans mon autre vidéo, quand les hommes vivront d'amour et il n'y aura plus de misère, euh, on n'est pas arrivé. Bien, voilà, écoutez, je vous embrasse et puis voilà, pas plus du tout. Allez.